Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission des Clés de la Rénovation consacrée aux énergies renouvelables. Ouvrez la porte aux énergies renouvelables. Dès à présent, nous accueillons nos deux conseillers qui sont venus jusqu'à nous pour participer à cette émission. On les en remercie tout de suite. Vincent qui nous vient de Lorraine, qui travaille à l'association Lorraine Énergie Renouvelable. Merci. Bonjour Vincent. à tous et toutes. Et Simon qui nous vient d'un peu plus près des Nord-Yvelines et qui travaille chez Énergie Solidaire. Ouais. Bonjour à tous. Merci d'être venu. Du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et en guise de liminaire, je dirais, on va aborder d'abord, on va faire un petit panorama. Qu'est-ce qu'on entend par énergie renouvelable et aujourd'hui, quelles sont les énergies renouvelables pour les logements. Je te laisse la parole, Simon, et puis tu pourras compléter. Si j'en oublie une, je la rajouterai, oui. Ça marche. Alors, énergie renouvelable, finalement, c'est toutes les énergies qui vont être non fossiles. Alors, au niveau aujourd'hui on va dire du logement pour le particulier en France, il y en a plusieurs qui sont disponibles. Alors, toutes les énergies qui vont être au niveau du soleil, donc il y a le solaire thermique pour chauffer son eau chaude sanitaire ou sa maison. Il va avoir le photovoltaïque, donc là pour la production d'électricité. On peut rajouter ensuite comme énergie renouvelable quand même les pompes à chaleur. Donc la pompe à chaleur géothermique, il va avoir la pompe à chaleur aérothermique, donc avec l'air. Donc après, il y en a différentes qui existent. Il y a aussi exactement, on peut rajouter le ballon thermodynamique, qui est une sorte de pompe à chaleur. Là, et ensuite, on va avoir le chauffage bois, que ce soit granulé, bûche, pellet, et les chaudières granulées. Je crois qu'il n'a rien oublié, sauf le petit éolien qu'on a volontairement écarté de l'émission. Merci de le rappeler. Merci pour ce panorama exhaustif, du coup. Ouais. Et on va attaquer directement la série de réponses aux questions que nous ont adressées nos chers, j'allais dire téléspectateurs, mais ce n'est pas le cas, puisqu'on ne passe pas à la télé, mais en tout cas ceux qui nous ont adressé des questions par Internet. On va commencer avec Julie, qui habite en Île-de-France, qui nous pose une question sur les pompes à chaleur. Bonjour, que pensez-vous des pompes à chaleur comme moyen de chauffage pour un pavillon individuel et quels prérequis pour un bon fonctionnement? Merci. Simon, quel est ton avis là-dessus? Alors là, c'est une question au niveau de l'Île-de-France. Moi, la première, les premières questions que je vais me poser sur ces questions, c'est au niveau de l'isolation de sa maison. Parce que c'est une première des questions en fait au niveau de la pompe à chaleur, parce qu'il faut avoir une maison qui est quand même plus ou moins bien isolée, mieux elle est isolée et plus la pompe à chaleur du coup va être intéressante. Ensuite, il va y avoir aussi des questions qu'on va se poser au niveau de sa maison. Est-ce qu'elle a un jardin? Est-ce que c'est possible d'installer une pompe à chaleur géothermique? Est-ce qu'elle a surface disponible pour? Parce que c'est vrai que les géothermiques vont être plus intéressantes parce qu'elle va venir prendre la température, si vous voulez, dans le sol. Et le sol a une température constante, qui est à peu près de 7 degrés. Alors que si on met une pompe à chaleur aérothermique, là, ça va être dans l'air. Et donc, on peut savoir que les hivers, ils sont quand même assez froids. Et la pompe à chaleur, quand, si vous voulez, la température baisse relativement basse, en dessous des 0 degrés, là, il va avoir une reprise, si vous voulez, électrique derrière une résistance qui va venir en appoint. Après, voilà, ça reste, moi, je pense, une bonne idée, mais il faut se poser aussi les bonnes questions par rapport au logement qu'elle a. Mais c'est tout à fait possible en Île-de-France. Il y a aussi la notion de, je viens d'y repenser, de bruit, qui peut déranger les voisins si on met le système extérieur. D'accord. Il y a un autre point qui est très important sur les pompes à chaleur, et c'est vrai aussi sur le solaire thermique pour le chauffage, on en reparlera tout à l'heure, c'est la température d'émission. En parlant vulgairement, c'est la température de l'eau dans votre radiateur ou dans votre plancher chauffant. Plus elle va être basse, douce, plus la performance de la pompe à chaleur sera élevée. On parle d'un coefficient de performance, d'un COP qui est donné sur les fiches techniques. Il est toujours donné dans les conditions les plus favorables avec des températures d'émission de la chaleur douces, 30-35. Si vous avez des radiateurs haute température, la pompe à chaleur est, de mon point de vue, déconseillée.
même si elle arrivera à chauffer, elle aura une performance moindre, voire carrément mauvaise dans les moments les plus froids du climat. Ok, merci pour vos réponses. Donc on l'aura compris, il n'y a pas de réponse univoque. Ça dépend de où est-ce qu'on habite, quel est exactement notre projet. Et en termes de prérequis, il y a les prérequis du bâti, mais il y a aussi les prérequis liés aux usages, bien évidemment. On enchaîne sur une question de Jean-Michel, qui a une question sur les énergies solaires. Jean-Michel qui habite dans le Bouguenais. Et sa question est la suivante. Ai-je le droit de choisir l'autonomie en électricité, panneaux photovoltaïques, il précise, en refusant d'être raccordé au réseau, même si je ne suis pas en site isolé? Je te laisse la parole, Vincent, là-dessus. C'est une drôle de question, Jean-Michel. Quand on a la chance d'avoir un réseau électrique performant comme le nôtre, quand je dis performant, c'est il y a de l'électricité tout le temps. Il n'y a pas de coupure, c'est fiable, ça régule tout seul. Vous avez toujours la disponibilité. Vous appuyez sur un bouton, ça marche. Quand on cherche l'autonomie, il faut remettre en cause ses besoins, ses usages, pour tendre vers des besoins faibles et potentiellement avoir un système qui permettra de fournir ces besoins. Donc quand on veut être autonome, il faut revoir son mode de vie, souvent les appareils qu'on utilise, la quantité, le temps de fonctionnement, la puissance de chacun. Mais la réponse est oui, on peut, ça va être un choix politique, économiquement ça risque d'être une grosse bêtise, d'un point de vue environnemental c'est possible que ça le soit aussi, mais oui, rien ne vous empêche de ne pas vous raccorder au réseau, même s'il passe devant chez vous, et donc d'investir lourdement dans des systèmes coûteux qui nécessitent un peu d'entretien, de surveillance, avec une durée de vie relativement courte, je pense aux batteries, et à l'impact environnemental très discutable. Du coup, on a tendance à lui dire plutôt de changer de fournisseur s'il veut être alimenté par des énergies renouvelables, et puis devenir producteur photovoltaïque et faire soit de la vente de la totalité d'électricité, soit de l'autoconsommation avec vente du surplus. Il y a plusieurs manières de se raccorder et de produire l'énergie qu'on consomme chaque année, mais utiliser en tout cas le réseau comme une batterie. Très efficace. Ça nous permet, merci pour du coup rebondir sur la question suivante, celle de Michel, qui était un peu hors sujet, puisqu'elle ne concerne pas directement les énergies renouvelables. Michel nous demandait comment peut-on choisir un fournisseur moins cher. Donc on ne répondra pas directement à sa question, mais en tout cas l'élément de réponse que tu as fourni sur la question précédente nous permet de lui dire qu'aujourd'hui, il peut aussi regarder dans le champ des fournisseurs proposés ceux qui proposent une énergie vraiment verte et renouvelable. Et on vous renvoie pour cela à l'étude récemment sortie et publiée par Greenpeace sur comment choisir un fournisseur d'énergie vraiment verte. En tout cas, changer de fournisseur d'énergie pour ceux qui sont en haut de l'étude de Greenpeace, c'est le moyen le plus simple de faire rentrer les énergies renouvelables chez soi. C'est le moins cher, c'est quelques clics sur Internet et un contrat à signer, et ça y est, vous êtes alimenté par des renouvelables. Alors que tous les autres systèmes dans lesquels il va falloir investir, réfléchir, sont finalement relativement complexes par rapport à ce geste simple de changement de fournisseur. Mais c'est rarement moins cher. Et ça nous renvoie aussi à la question du réseau. Parce que très souvent, des gens qui signent un contrat avec des fournisseurs d'énergie renouvelables veulent vraiment être sûrs que l'énergie qu'ils consomment vient d'une production renouvelable. Là-dessus, le fait est que toutes les énergies sont en réseau, et donc on ne peut pas vraiment flécher ce qui est renouvelable ou pas, mais le plus important, c'est que, en tout cas, l'argent qu'on paie va aller dans l'investissement justement pour la production d'énergie renouvelable. Donc on ne va pas forcément consommer des énergies renouvelables, mais on sait que notre argent ira pour le développement. En tout cas, on participe à ce qui est toujours plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Noémie de Noisy-le-Sec qui nous demande si le solaire thermique pour chauffer son eau en Île-de-France est une bonne idée. Simon? Moi, je répondrais que oui. Ça peut être une bonne idée. Après, c'est toujours un peu les mêmes règles, c'est en fonction de la maison. Il faut aussi savoir qu'il faut demander des autorisations pour poser des panneaux solaires thermiques. Est-ce qu'elle a la possibilité ou pas? Faut savoir combien il y a de personnes aussi chez elle. Après, quand elle me dit vraiment, vu que si on prend sa question telle qu'elle, c'était vraiment savoir si elle peut chauffer son eau avec du solaire thermique, c'est possible. Après, à quel pourcentage, on va dire, elle va pouvoir chauffer sa maison, l'eau chaude, ça c'est à voir.
en fonction de l'orientation où elle pourra mettre ses panneaux, la quantité de panneaux qu'elle va mettre. Voilà, c'est large. Mais je vais généraliser un peu plus parce que quel que soit où vous soyez situé en France, ça marche très bien. Moi, je viens de Lorraine, on l'a dit tout à l'heure. Bon, c'est pas connu pour être le climat le plus ensoleillé de France. Et j'utilise le solaire régulièrement. Ça marche très bien. Faut pas le faire en priorité pour l'argent, en tout cas. Faut pas raisonner à court terme rentabilité. Il faut avoir une vision de moyen terme. Et puis on est satisfait de prendre des douches solaires, même de gaspiller l'eau chaude en été quand on en a trop. C'est assez amusant. En tout cas, tes éléments de réponse signifient aussi que, comme pour très souvent dans les réponses qu'on va amener, ça dépend vraiment de la situation géographique et au-delà de ça, de la situation, de la localisation de l'habitat et de la toiture et des orientations. Et c'est pour cela que c'est bien de contacter un conseiller FAIRE directement pour avoir un diagnostic précis et un accompagnement poussé là-dessus, sur ces questions. Sans plus tarder, on va aborder la question de Jérôme. Donc ça va nous amener vers des questions un peu plus complexes qu'on a volontairement simplifiées pour les besoins de l'émission. Et donc si on veut vraiment avoir une réponse précise, claire, on contacte un conseiller FAIRE ou une conseillère d'ailleurs, il faut le rappeler. Donc Jérôme, il nous demande de quoi? C'est une question qui tourne autour du solaire thermique hybride, en utilisation hybride. Jérôme a un ballon ECS, donc je laisserai... C'est l'eau chaude sanitaire, faut pas le laisser trop longtemps. ECS, eau chaude sanitaire. Eau chaude sanitaire, tu as raison, merci. Donc son ballon, son cumulus vient de passer l'arme à gauche, vient de claquer. Et il nous dit qu'il y a 10 ans de cela, quand il avait installé son système, son chauffage marchait au fioul et chaudière granulée. Donc il voudrait savoir si c'est pertinent d'aller chercher un système hybride avec du thermique. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors il a une question qui fait une demi-page avec plusieurs hypothèses que j'ai sous les yeux. En gros, il hésite entre utiliser sa chaudière granulée pour faire l'eau chaude sanitaire toute l'année, coupler un chauffe-eau solaire simple à sa chaudière granulée pour qu'en hiver ça soit le granulé, en été le solaire, et une troisième option qui serait d'utiliser le solaire hybride, donc qui sont à la fois des panneaux photovoltaïques et thermiques. Et donc il a carrément déjà fait des devis qu'il nous soumet, et le choix n'est pas évident, il y a énormément d'éléments de réponse. En tout cas, faire l'eau chaude sanitaire avec sa chaudière à granulés en période de chauffe, c'est une bonne idée. C'est comme si vous ajoutiez en gros un radiateur sur le réseau de chauffage. C'est pas une démesure dans l'évolution de votre consommation de granules. Par contre, sur la période estivale, si la chaudière granulée doit démarrer seulement pour fournir 200 ou 300 litres d'eau chaude, là, le rendement de production de l'eau chaude est très mauvais, moins de la moitié. C'est-à-dire qu'elle va déjà mettre une demi-heure, trois quarts d'heure à monter en température, la chaudière toute seule, avant d'amener la chaleur par des tuyaux avec des pertes et d'être stockée dans un ballon avec aussi des pertes. Là, dans ce cas-là, même un pauvre cumulus électrique, un malheureux cumulus électrique, est plus performant que la super chaudière à granulés autrichienne. Donc, dans sa première version, déjà, si la chaudière fait l'eau chaude sanitaire, on pourrait lui mettre rien qu'une résistance électrique en dehors de la saison de chauffe. Ça serait la version à investissement limité, à efficacité énergétique moyenne, tendance bonne. Personnellement, j'ai choisi de coupler du solaire thermique à ma chaudière à bûche. Ça revient à peu près à la même idée. Et ce que je constate, c'est que ces deux énergies qui se couplent naturellement très bien, puisqu'à la fin de la saison de chauffe, le solaire arrive, et puis ça y est, on a un ballon à 45-50 degrés, donc suffisant pour prendre plusieurs douches à la maison. Et à l'inverse, quand l'automne arrive, eh ben, le solaire diminue progressivement, puis il commence à faire froid, on allume la chaudière, et ça permet d'être vraiment 100% renouvelable sur la consommation de chaleur d'un logement, qui est le plus gros poste de conso. Donc cette option-là, elle est assez intéressante. Après, là, il nous présente un devis à 6 000 €, c'est peut-être un peu cher pour un chauffe-eau solaire. Bon, c'est pas être déduite, mais quand même. Oui, alors effectivement, dans la précision de la question posée, il aborde des questions de devis, donc il a contacté des professionnels, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas l'objet non plus de l'émission, mais on peut quand même rappeler que c'est
très variable et que là-dessus, il faut peut-être s'assurer aussi de la qualité des travaux qui vont être produits. Comment on s'y prend peut-être Simon, est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus sur faire des devis, s'assurer de la qualité des travaux? Est-ce qu'on a des labels? Est-ce qu'on a des critères là-dessus? Après, nous, sur tout ce qui est devis, souvent ce qu'on conseille, c'est voilà, ce qui marche le mieux si on trouve une entreprise, c'est le bouche à oreille. Si vous avez connaissance d'un particulier, un ami, un voisin qui a déjà travaillé avec une entreprise et qu'il n'a aucun souci, ça c'est ce qu'il y a de mieux, on va dire. Ensuite, quand on n'a pas tous la chance d'avoir connaître quelqu'un, c'est d'essayer de faire quand même un minimum de 3 devis différents pour quand même avoir une palette devant nous de aussi différentes technologies, parce que chaque artisan travaille aussi avec son matériel, ses marques, différence de prix. Et après, ce qui est intéressant, c'est que justement là, si justement vous avez vraiment des problèmes pour lire tous ces devis, que ça soit des différences, que ça soit technique ou au niveau des TVA, des choses qui rentrent en compte, là, c'est justement de revenir vers son espace Info Énergie et prendre rendez-vous avec son conseiller FR qui, lui, justement, pourra prendre le temps de regarder tous les devis et analyser en fonction de votre demande, votre maison, ce qu'il y a. Parce que là, Jérôme, il oublie de nous préciser un truc vachement important, c'est combien il y a d'occupants dans son logement. Donc on ne sait pas quelle est la demande en eau chaude sanitaire en fait. Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il c'est un couple? Est-ce qu'il y a 3 enfants, 6 enfants? Donc on voit bien qu'on rentre dans les détails qui nécessitent un accompagnement. Une évaluation économique de plusieurs variantes de production d'eau chaude sanitaire. Il faut connaître le nombre d'occupants et la consommation d'eau chaude annuelle. Et on n'a pas répondu à sa question sur l'hybride. Exactement. Parce que là, il nous parlait de panneaux que tout le monde ne connaît pas, qui sont mixtes et qui font à la fois de l'eau chaude et de l'électricité. Ça commence à se voir, c'est encore assez nouveau. Il y a certains systèmes qui marchent bien, c'est ceux avec de l'eau chaude qui passent à l'arrière des panneaux photovoltaïques, et puis il y en a d'autres qui marchent vachement moins bien, on en reparlera aussi je pense un peu plus tard. C'est ceux où on collecte les calories sous les panneaux photovoltaïques avec de l'air chaud, en faisant réchauffer de l'air. Du coup, là, j'imagine que c'est un système dont il ne veut pas citer la marque. Bon, on le fera pas non plus. Il n'y en a pas 36 qui en fabriquent en France. Ça semble intéressant. J'ai creusé un peu la question personnellement. Bon, donc, ce type de système hybride peuvent paraître intéressants. Et donc, la question est quand même à étudier sérieusement. Là, en plus, il nous rajoute le devis à 8002 pour les panneaux. Là, franchement, pour 2000 de plus, il devient producteur d'électricité. Et je pense que il faudrait qu'on précise plein de choses avec Jérôme, mais sur les 3 hypothèses qu'il a, c'est la dernière la plus intéressante. D'accord. En revenant sur les tarifs justement des devis, est-ce que dans le cas de Jérôme, il y a des aides financières qui sont accessibles ou pas? Tu me regardes, ça veut dire que tu veux que je réponde sur les aides financières? Il y a toujours des aides financières pour tout le monde dès que vous faites des travaux d'économie d'énergie. L'important, c'est de faire les demandes au bon moment et donc de passer voir un conseiller du réseau FER avec des devis non signés. Quand vous êtes encore en train de réfléchir, vous en avez 3, on analyse les aspects techniques, on compare les offres et puis on vous fait le point par rapport à votre situation qui dépend vraiment de nombreux paramètres. Quelle aide vous pouvez avoir pour les travaux que vous nous présentez. D'accord, donc l'idée c'est quand même d'être déjà dans une logique, on va dire, d'accompagnement et de revenir ensuite vers son conseiller dans le séquençage de l'accompagnement avec des devis non signés. C'est vraiment ce qui est important. Ouais. Et puis ces conseillers ils sont disponibles pour justement vous accompagner, pas seulement un rendez-vous d'une fois pour une question, c'est de savoir quoi faire, chiffrer, comparer, faire les demandes d'aide et puis participer au suivi des travaux. Merci. On a une question d'André qui nous vient de Sète. Alors André nous demande à quand les panneaux solaires sur les toitures terrasses en copropriété? On en discutait avant l'émission, on se disait tout de suite. Vas-y André, alors, du coup, dès maintenant. Quelles sont les contraintes plutôt finalement? Quelles sont les contraintes auxquelles on est confronté dans ces situations? Là, la contrainte, c'est la contrainte de nombre en fait. Le fait d'être en copro, faut que tout le monde accepte. Et donc là, ça se vote en AG. Et c'est surtout ça la grosse contrainte, je pense. Le gros blocage qu'on a sur les copros, quand on a des copros qui viennent en conseil, c'est réussir à faire valider par tout le monde.
Après, voilà, il n'y a pas de souci, un panneau solaire en copro, comme le particulier, tout seul, ça marche. Est-ce que ça vous arrive d'intervenir en appui technique, en conseil, d'accompagner des copros dans ces démarches ? Moi, je ne l'ai quasiment pas fait parce que je viens d'un territoire très rural. Des copropriétés, j'en ai vu 3 dans ma carrière. Donc, je sais que c'est très complexe et ce n'est pas du tout pour des questions techniques puisque toutes les solutions sont adaptables et adaptées. C'est vraiment un problème sociologique, économique et puis de volonté commune qu'il faut réussir à mobiliser, quoi. Merci. Donc oui, pour finir de répondre, André, c'est possible, c'est tout de suite, mais par contre, il va falloir en discuter avec les autres propriétaires. Sur le bois énergie maintenant, sur la biomasse, donc Josiane, qui nous vient de Niort, qui nous pose une question sur un poêle à pellets. Conseilleriez-vous un poêle à pellets ou un poêle à bûche ? Cela peut-il suffire pour chauffer ma maison de 100 mètres carrés ? Simon, ton avis ? Ça peut être oui comme non. Ça dépend en fait de la maison au niveau de... je vais en reparler, mais au niveau de l'isolation, si elle a une maison qui est plus ou moins bien isolée, 100 mètres carrés, un poêle à granulés ou bûche, il n'y a pas de souci. Alors granulé, c'est aussi pellet, donc voilà, je dis granulé, mais merci pour la précision. Il y a aussi, c'est la traduction pellet. Y a pas de, ça marchera bien. Après, c'est en fonction aussi de la situation du poêle, si vous voulez, dans la maison, s'il est central, parce que ça arrive souvent sur des vieilles maisons que finalement on le met sur un pignon. Donc là, forcément, on a quand même plus de mal pour chauffer les pièces qui sont excentrées de l'autre côté. Après, la différence qu'il y aura entre le pellet et la bûche, ça va être surtout la manœuvre en fait qu'il y aura à avoir. L'avantage du pellet, c'est qu'on peut aujourd'hui les programmer. Certains poêles ont des autonomies qui vont jusqu'à 72 heures, donc il suffit de recharger et après on est tranquille. Et après, le poêle à bûche, là, il va y avoir plus de manutention. Il faudra au fur et à mesure mettre des bûches. Et donc là-dessus, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est tout ce qui va être humidité au niveau du bois, prendre en compte pour savoir que un bois, il faut qu'il soit bien sec si on veut que le poêle derrière il produise un bon rendement et que là ça soit suffisant. Mais c'est tout à fait possible de chauffer une maison de 100 mètres carrés avec un poêle à bois. Et donc souvent, des fois, on rajoute un petit appoint dans la salle de bain électrique, pour l'humidité. Ouais, moi, il faudrait que je rencontre Josiane pour comprendre bien sa situation de famille, son mode de vie, son état de santé. Moi, je viens d'un territoire où il y a énormément de bois énergie et en fait, beaucoup de gens remplacent le poêle à bûche qui a fait 20 ou 30 ans de bons et loyaux services en polluant pas mal la qualité de l'air dans les villages. Par des poêles à granules. Et tout ça pour des questions de manutention, de force physique. Un sac de granules, c'est 15 kg. On peut réussir à le bouger assez facilement. Et pour mobiliser autant d'énergie en bûche, faudra déjà bouger 25 à 30 kg de bois. Pour des questions de quantité d'eau dans le combustible. Et puis surtout, ça démarrera tous. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il faut rencontrer Josiane chez elle. Je voterai plutôt poêle à granulés vu son prénom, mais je ne suis pas sûr. Pas de discrimination. Non. En tout cas, ça nous permet de rappeler, donc on l'a vu là en filigrane de vos réponses, qu'il y a aussi des histoires de pollution de l'air liées au chauffage par le bois. Donc tu l'as rappelé, Simon, il faut brûler un bois sec. Voilà. Un bois sec, c'est 2 ans après sa coupe, minimum. Donc voilà, quand vous faites des achats de bois, il faut avoir conscience de ça. Et sinon, concrètement, le poêle à granulés, lui, en termes de qualité de l'air, ou en tout cas de combustion, est-il toujours plus efficace ? Toujours. En rendement énergétique, il est loin au-dessus du poêle à bûche. En rendement moyen, j'entends. En rendement de pointe, pareil, il est au moins 10 à 15 points au-dessus. En qualité de combustion, c'est vraiment optimisé par un automate qui n'a pas le vilain défaut de mettre 3 bûches dans le foyer en fermant la porte et le tirage avant d'aller se coucher. Tout ce bois-là va être gaspillé, mal brûlé, sans oxygène, donc produire du monoxyde de carbone, des HAP, des particules, et puis vraiment pourrir la qualité de l'air
finalement presque plus que le diesel, quoi. Tout à fait, puisque c'est le facteur numéro 1 de pollution de l'air, le chauffage résidentiel. Après, je rajouterais juste un point sur tout ce qui est justement poêle à granulés. Il faut faire attention au bruit aussi. Ouais. Il y en a qui font quand même pas mal de bruit. Et donc, avant d'en acheter un, si c'est possible d'en avoir un en fonctionnement, parce que il y en a certains, en fait, à haut rendement optimal, ils font quand même assez de bruit, que ce soit la vis ou les ventilos qui fonctionnent dessus. C'est assez bruyant. Donc ça, c'est un petit point qu'on va dire, voilà, faut repérer. Et puis bon, après, il y a le prix qui est quand même légèrement quand même plus important que le poêle à bûche. La bûche est moins chère que le granulé. Le poêle en tout cas, parce que l'énergie vaut à peu près le même prix. En tout cas, la chaleur utile qui arrive dans votre logement, qu'elle vienne de... je ne sais pas combien vous payez le ster chez vous, chez moi c'est 50. Et la tonne de granulé à 270. Finalement, le prix de la chaleur sortie de l'appareil en incluant le rendement de combustion est identique. Donc il n'y en a pas un qui coûte moins cher que l'autre. C'est juste qu'on ne dépense pas de la même manière et donc d'un point de vue trésorerie, on raisonne un peu autrement. Donc c'est la deuxième fois depuis le début de l'émission que tu évoques la question du bruit. Donc vraiment, alors c'était sur les pompes à chaleur au départ, là on est sur le poêle à granulés, mais ça fait partie des éléments qu'il faut avoir. Heureusement qu'on ne parle pas de petit éolien. Hein. À l'esprit. on finit par en parler. C'est pas moi, c'est pas moi. Mais en tout cas, voilà, ça évoque bien l'idée qu'il faut toujours avoir conscience des usages, du mode de vie et de ce que ça va changer aussi au quotidien dans le confort de l'habitat. Merci pour cette réponse. Gauthier qui nous vient de Montreuil et qui nous demande, voilà, il souhaite installer un poêle à granulés dans sa nouvelle maison rénovée. Est-ce qu'il existe des poêles qui permettent à la fois de chauffer un plancher chauffant et de souffler de l'air chaud, ce qu'on appelle des poêles canalisables? Vincent. Alors on en a un petit peu discuté avant le début de l'émission, on n'était pas tous d'accord. Pour moi c'est possible, vous trouverez le matériel, mais c'est une incohérence de le faire. Si vous utilisez un poêle bouilleur, donc il y a une mini chaudière qui va diffuser sa chaleur autour de lui comme un poêle et envoyer de l'eau chaude dans de la tuyauterie, on va pouvoir la mettre vers un ballon tampon, vers des radiateurs et ou vers un plancher chauffant avec une régulation de la température d'eau. Donc ça c'est possible. Et ce poêle peut aussi évacuer de la chaleur sous forme d'air pulsé. Mais ça paraît illogique d'utiliser les deux vecteurs, les deux moyens de diffuser la chaleur. Clairement, ce qui sera le plus confortable, c'est un plancher chauffant, avec un rayonnement uniforme à basse température sur une grande surface, alors qu'à l'opposé, l'air pulsé est le mode le plus inconfortable de distribution de la chaleur. Le meilleur exemple, c'est dans votre merveilleuse voiture équipée d'un chauffage à air pulsé, on n'arrive pas à se sentir très bien, quoi. Donc, c'est un des défauts des poêles à granulés, qui est aussi un avantage sur la réactivité à envoyer la chaleur dans les pièces, mais pour le confort, c'est pas l'idéal. Du coup, il faut choisir l'un ou l'autre. Pourquoi pas un poêle bouilleur qui alimente un réseau de chauffage central avec une partie en radiateur et une partie en plancher chauffant, ou l'autre option qui va coûter un peu moins cher, c'est ce qu'on appelle un poêle canalisable. Donc on va diriger par un réseau de gaines l'air chaud dans différentes parties de la maison. En tout cas, c'est possible. Voilà. À réfléchir sur place par rapport à l'organisation des pièces, par où distribuer les gaines, distribuer la chaleur. Bien privilégier toujours les modes d'émission de chaleur par rayonnement à basse température pour atteindre le meilleur confort. Donc c'est possible, mais ce n'est pas forcément souhaitable. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se rapprocher de l'expertise et du conseil. Corentin, alors là on aborde le chapitre sur les projets globaux, donc qui peuvent inclure rénovation et introduction d'énergie renouvelable. Corentin de Provins. Donc là, voilà, c'était une question qui était aussi assez détaillée, qu'on a tronquée volontairement pour les besoins de l'émission. Corentin qui a une question afin de savoir si un projet de chauffage et d'eau chaude sanitaire est réalisable. Il envisage d'installer un solaire thermique, chauffage et eau chaude sanitaire, mais il ne sait pas comment calculer la surface des panneaux nécessaires. Est-ce qu'on peut lui indiquer des solutions là-dessus ? Oui, bah après on va dire il y a des valeurs plus ou moins standards sur lesquelles on part, qui est, je crois que c'est 1 mètre carré si vous voulez pour 10 mètres carrés de maison.
Donc 1 mètre carré de capteur solaire thermique pour 10 mètres carrés de la maison. Après, c'est sur des standards d'une maison qui est, on va dire, bien isolée. Là, lui, il est sur une maison qui fait quand même 200 mètres carrés, avec donc des murs de 60 cm. Donc j'imagine que c'est une vieille maison, type années 60. C'est possible, je pense, de partir sur l'ensemble, mais il va falloir dimensionner d'une façon précise pour pouvoir avoir tout, quoi. Donc là, ça va être des grandes surfaces. Donc ça va être des grandes surfaces de panneaux à poser. C'est ça. Est-ce qu'il a la place de le faire? Faudra soit s'il met ça sur sa toiture, ou alors c'est au niveau au niveau aussi de l'orientation de la maison. Si après il vient poser ça au sol, faut éviter de le mettre aussi trop loin de la maison, parce qu'il y aura beaucoup de pertes sinon sur le trajet dans les tuyaux. Et des ombres aussi, c'est probable. Et tous les ombres. Donc là, c'est quand même, je veux dire, c'est possible, mais c'est quand même assez difficile à réaliser, je pense, sur son cas. Après, je sais pas si tu peux ajouter. Ouais, et puis dans le projet de Corentin, en fait, on comprend que c'est un réseau de radiateurs dans une maison qui n'a pas l'air extrêmement bien isolée. Donc, comme je l'ai dit un peu en introduction, c'est certainement des radiateurs haute température. Or, les capteurs solaires en hiver, comme la température extérieure est froide, même les jours où il y a un grand rayonnement solaire, la température de l'eau sortie des panneaux va difficilement dépasser les 40-45. Donc il faut soit qu'il augmente le nombre de radiateurs, soit qu'il passe en plancher chauffant, soit qu'il réfléchisse à autre chose, comme isoler correctement sa maison. Ouais. Et sinon, sur la question du dimensionnement, le mieux c'est évidemment de passer par un professionnel qui en a déjà réalisé plusieurs, mais on peut faire des évaluations par soi-même en utilisant des logiciels qu'on trouve sur Internet, notamment sur le site de l'INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire. Ils en ont plusieurs, CalSCC ou CalSol, permettent de dire par rapport aux besoins, température de stockage, zone climatique, orientation et pente des panneaux, quel va être probablement le taux de couverture et l'optimum de surface à installer. On vous indiquera à la fin de l'émission le lien pour retrouver tous ces sites et ces solutions de calcul. Merci pour cette réponse complète. Pareil, toujours dans le chapitre projets globaux, sans trop essayer aussi de rentrer dans les détails, on a une question d'Olivier qui nous vient de Paris, mais qui concerne une maison qui est située dans le sud de la France, dans le Gard, qui fait une centaine de mètres carrés. Et donc, lui, voudrait se renseigner sur la possibilité de chauffer, de chauffage et d'électricité en maison autonome uniquement au solaire. Ouais, la maison qu'il a trouvée dans le Gard, ça doit être vachement sympa comme endroit. Elle n'est pas raccordée au réseau électrique. Et donc, les utilisateurs d'avant, qu'il a dû acheter la maison, avaient un gros groupe électrogène, à l'essence sûrement, qui devait faire pas mal de chaleur, qui devait être perdu et qui alimentait des résistances électriques pour faire de l'eau chaude sanitaire. Bon, c'est un truc un peu incohérent, mais un site isolé, on fait n'importe quoi, c'est très fréquent. Du coup, ça serait bien qu'il évite de faire n'importe quoi. Donc l'autonomie électrique, c'est possible, mais ça remet en cause sérieusement nos modes de vie. Ou alors, il faut avoir un budget illimité à l'investissement. Je ne connais personne dans le cas-là, en fait, autour de moi. Donc ça commence par là, en fait, l'autonomie. C'est faire la liste précise des appareils qui sont nécessaires, utiles, ceux dont on peut se passer ou qui vont fonctionner qu'en été quand la production électrique solaire sera bien supérieure à celle de l'hiver. Enfin, y a déjà un état des lieux de l'équipement électroménager électrique du foyer qui prend pas mal de temps. Donc c'est compléter un tableau, faire la liste, estimer un temps moyen et un besoin journalier. Le pire jour de l'année, au mois de janvier. Et à ce moment-là, dimensionner les batteries nécessaires et la puissance de solaire. On ne va pas le faire là pendant l'émission, parce qu'il faut déjà commencer par faire le tableau des besoins, c'est ce que je vous ai dit. Bien sûr. Après, il a besoin de pomper. On peut très bien pomper l'eau dans un puits avec une pompe solaire. On peut... je pense que son principal problème, ça va être l'eau chaude sanitaire en hiver. Même si c'est le sud-sud de la France et qu'il y a sûrement un peu de rayonnement, il faudra sûrement un appoint qui sera très peu sollicité. Et donc, on pourrait, même en étant puriste sur les renouvelables, tolérer un appoint avec une énergie fossile très ponctuelle. Un petit préparateur gaz comme on trouve dans une caravane ou un camping-car et une bouteille en face, quoi. Donc sur la question, est-ce que l'autonomie en solaire est possible? Oui, a priori.
Oui, mais pas facile. Mais pas facile. Et il faut vraiment revoir son mode de vie en fait. Si on part d'un pays en voie de développement, le solaire apporte le confort et même le luxe, Bien alors sûr. que vu de chez nous, on aurait tendance à plutôt penser l'inverse, quoi. Il faut toujours évidemment mettre en comparaison les besoins et les moyens. Une question qui nous vient de Frédéric, qui habite à La Rochelle. Donc là aussi on est sur des projets de réhabilitation qui impliquent aussi l'introduction de renouvelables. Il a un projet d'amélioration de confort thermique. Donc c'est important de préciser qu'il a bien cadré son besoin. Donc là on parle vraiment de confort thermique. Mi-saison, hiver pour la maison qu'il habite depuis avril 2018 et qui est située à une dizaine de kilomètres de La Rochelle. Donc il nous a livré quelques caractéristiques techniques de son logement avec sa question. Une surface de 145 m², une isolation des années 80, de la laine de roche, une VMC activée à la demande. Ça c'est important de relever ce détail. Il a déjà un poêle de 7 kW et il a fait faire une étude. Et donc l'étude lui conseille d'installer un chauffe-eau solaire, une VMC double flux, un régulateur de chauffage, un poêle à granulés répartition et dans une moindre mesure de réaliser une isolation thermique extérieure. Simon, tu avais un point de vue sur la question de Frédéric. Oui, parce que c'est vrai que là, si on reprend la base de la question, c'est qu'il veut améliorer son confort thermique. Donc faut aussi peut-être définir ce que c'est le confort thermique. C'est la température qu'on ressent quand on est chez soi. Et donc en fait ça va être la température qui est ambiante et aussi la température des parois qui se trouvent à côté de nous. On va faire la moyenne en fait de ces températures et c'est ça notre confort thermique. Et donc voilà, moi ce qui me surprend, c'est que finalement dans l'étude ils viennent justement mettre à moindre mesure l'isolation thermique extérieure. Alors que pour moi, finalement, ça serait la priorité. Pour le confort. Oui. Surtout sur une maison des années 80. Quand il me dit il a 20 cm de laine de verre au niveau de la toiture, si elle date des années 80, il serait peut-être temps aussi de regarder s'il ne faut pas la changer et rajouter un peu plus. En mur, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vrai que moi, j'irais tout de suite, en fait, finalement, vers l'isolation en priorité sur sa maison pour vraiment gagner en confort thermique. Ensuite, ce qu'il propose, chauffe-eau solaire, pour moi, là, il y a pas, ça répond pas à la question, mais bon, pourquoi pas, on peut rajouter un chauffe-eau solaire pour chauffer l'eau chaude sanitaire, mais c'est pas ça qui va lui faire gagner le confort thermique. La double flux, pour moi, c'est pas forcément utile, c'est plutôt sur de la construction neuve, parce que là, on va avoir un prix qui va être quand même beaucoup plus important qu'une ventilation plutôt, on va dire, hygroréglable simple. Et après, le poêle à granulés avec répartition, pourquoi pas, à voir. Mais bon, s'il a un poêle à bois qui fonctionne bien, en plus, il a mis qu'il était en partie centrale. Voilà, s'il suffit amplement à chauffer la maison, moi, finalement, je partirais surtout une isolation. Je ne changerais pas forcément ce qu'il a en standard. À voir après, peut-être dans une deuxième étape. Voir si vraiment il y a un changement, passer un hiver comme ça et là, pourquoi pas ajouter des énergies renouvelables supplémentaires. Et au niveau du coût que ça peut occasionner l'une ou l'autre des solutions, est-ce qu'une isolation thermique renouvelée serait beaucoup plus lourde à prendre en charge? Ça va être sûrement plus important que l'ensemble des travaux qu'il lui proposait là. Mais bon, comme on disait avant, il y a aussi des aides financières qui viennent se rajouter sur l'isolation thermique. Donc qui peuvent aussi alléger ces travaux. Et derrière, faut pas oublier qu'il y aura forcément aussi une plus-value sur le chauffage. Il va quand même moins consommer, forcément. Avec aujourd'hui, finalement, le prix de l'énergie qui est en constante augmentation, faire une isolation, ça sera forcément rentable. Donc il faut le penser à moyen, long terme, voilà. Ce qui est toujours le cas. Quand ça concerne des projets globaux avec des coûts quand même relativement importants. Il y a un complément à sa question, puisque lui-même a déjà fait le calcul a priori et que les travaux proposés lui semblent trop importants. Il pense avoir trouvé possiblement une solution en installant des capteurs à air pour minimiser ses besoins.
Tu l'évoquais un peu plus tôt dans l'émission, cette fameuse solution des capteurs air. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement et est-ce que dans ce cas-là, c'est pertinent? En fait, j'aimerais bien rencontrer Frédéric, voir sa maison, mais je suis quasiment sûr qu'il a une maison qui a de gros défauts d'étanchéité à l'air, avec pas mal d'air parasite qui arrive par tous les côtés. Et comme en plus il a une VMC qu'il active de temps en temps et un poêle à bois qui n'est pas étanche et donc qui sert de deuxième VMC, d'avoir plein de courants d'air froid qui arrivent par toutes les fuites possibles et inimaginables. Elles sont nombreuses dans les maisons des années 80 et même encore aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui les neuves, mais les maisons récentes, c'est leur principal défaut. Du coup, pour le confort, même avec de l'air chaud, le confort n'est pas atteint parce que l'air est en mouvement. Du coup, l'idée d'utiliser des capteurs solaires dont on récupérerait la chaleur par l'arrière pour l'insuffler dans la maison risque de créer des déséquilibres de température, d'avoir d'un côté de l'air qui arrive, bon c'est La Rochelle, c'est ça, donc de l'air doux, 5-10 degrés peut-être, et puis de l'air à 30 degrés en face. Au milieu, le corps, il va pas très bien se sentir. Donc déjà, sur l'aspect confort, ça répond pas du tout à la question. Et là, c'est vrai qu'il parle de minimiser les besoins, et là, c'est plus la même question. Les besoins d'investissement. Les besoins d'investissement. Ça risque de lui coûter moins cher, mais alors comme les capteurs solaires à air, plutôt les photovoltaïques à récupération d'air chaud, sont, de ce que j'ai vu, quasiment tout le temps des arnaques, où les chiffres sont surévalués, l'installation est hors de prix, et puis le commercial qui vous annonce tout ça comptabilise 100% de la chaleur produite valorisée, ce qui n'est pas vrai du tout, puisque l'essentiel de la chaleur produite par ce système va être en été quand on n'a pas du tout besoin de se chauffer. Pas l'utilité. Et il n'y a pas vraiment besoin de refroidir des panneaux photovoltaïques en hiver, même au bord de l'océan, à 10 degrés ou 20 degrés, c'est un idéal. Donc, à mon sens, c'est une très mauvaise idée d'utiliser l'air comme capteur et comme diffuseur d'énergie, parce que c'est très peu dense et très facilement canalisable, régulable, si vous voulez. Et donc, bon, là, on n'a pas tous les éléments pour dire qu'est-ce qui va lui coûter moins cher, mais à mon avis, le moins cher, c'est de faire venir un conseiller de sa plateforme locale de rénovation, poser les choses sans intérêt marchand, et puis de voir s'il préfère du confort ou baisser sa facture. À mon avis, sa facture, elle n'est pas énorme, parce qu'avec un poêle à bois en plein milieu, les radiateurs électriques ne doivent pas être trop sollicités. Et peut-être que juste le poêle à granulés peut permettre de substituer 80 voire 100% du chauffage électrique, et là, vraiment baisser ses besoins. Très bien, merci beaucoup pour une réponse encore une fois exhaustive. Complexe. La question est toujours complexe et c'est toujours pour ça qu'on l'a répété de toute façon tout au long de l'émission. Le premier réflexe à avoir, c'est contacter son conseiller FR. Tu l'as rappelé, c'est un conseil indépendant, neutre, non marchand. Et normalement, vous en avez très près de chez vous, partout sur le territoire. On arrive un peu au terme de notre émission. J'avais une question plutôt personnelle du coup, puisqu'on a parlé des énergies renouvelables dans les domiciles des personnes là qui nous ont posé des questions. Vous, dans vos habitats personnels, est-ce que vous utilisez les ENR et dans quelle mesure dans votre mix énergétique? Je commence. Vas-y. Bon, à la maison, c'est facile d'être 100% renouvelable en tout cas. Enfin, moi, je suis locataire d'une maison de village. Les propriétaires sont très sympathiques, m'ont laissé faire des petits travaux et m'ont aidé pour faire les gros. Du coup, avec une chaudière bûche, un chauffe-eau solaire et puis 2 panneaux photovoltaïques en autoconsommation, plus un abonnement chez Enercop, je peux me vanter d'être 100% renouvelable sur l'énergie chez moi. Par contre, comme c'est pas trop bien de se vanter de trop, je suis très mauvais sur les transports, avec 20 000 bornes de voitures diesel par an. Et sur l'alimentation, je suis encore loin du véganisme et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, en fait, les questions d'aujourd'hui, c'est très simple d'intégrer les renouvelables chez soi. C'est même l'endroit où c'est le plus simple. Dans le reste de la société, c'est vachement plus compliqué. Merci. Et pour ma part, du coup, moi j'ai un cas particulier. C'est que justement, je suis en location sur une péniche. Et donc, nous, notre moyen de chauffage central, c'est un insert. Et après, bon, c'est vrai qu'on n'a pas d'autres énergies renouvelables qui se rajoutent à ça, mais c'est vrai qu'on arrive quand même suffisamment à chauffer tout l'hiver avec nos bûches qu'on transporte, qu'on fait passer par le ponton et qu'on emmène dans notre bateau. Merci de nous avoir
livrer un peu Notre vie privée. votre vie privée, il faut le dire. Vous en voulez encore? Non, merci. Bon. Pour terminer l'émission, alors là, on a évoqué effectivement le fait dans ta réponse, le fait que avoir un comportement vertueux vis-à-vis de l'environnement et de son impact, un impact environnemental, c'est pas donné. Effectivement, on peut installer le ENR, mais par ailleurs avoir des comportements sur l'alimentation, sur la mobilité qui sont contre-productifs dans ce sens-là. Très souvent, quand il est question de ENR, on parle des pollutions engendrées par les productions de ENR ou par les installations. Est-ce qu'on pourrait très rapidement évoquer cette question et peut-être désamorcer un peu les lieux communs autour de ces questions-là? On pourra déjà le faire en disant qu'il existe en ligne le site Décrypter l'énergie. Donc, pour tous les ENR sceptiques, vous pouvez aller trouver des chiffres argumentés sur le site, je crois que c'est produit par Negawatt, l'Institut Negawatt, donc Décrypter l'énergie, vous le trouverez en ligne. Mais voilà, je vous ai posé une question piège. Non, il n'y a pas de piège, mais en fait, il n'y a aucune énergie qui est propre, quoi. Même celles qui paraissent vertes et qu'on met sur les images pour faire du greenwashing, elles ont toutes des défauts et toutes des inconvénients et toutes génèrent de la pollution. Donc, elles sont là pour fournir nos besoins et c'est bien nos besoins qu'il faut remettre en cause. Tous les gaspillages ou l'utilisation qui peut paraître inutile de l'énergie, alimenter des panneaux publicitaires lumineux, voilà, c'est clairement du gaspillage. Donc après, s'il faut mettre 4 éoliennes pour faire marcher ce panneau lumineux, c'est complètement déconnant. Et c'est pas la faute de l'éolienne, c'est la faute du publicitaire dans le cas. En tout cas, il y a un certain nombre de lieux communs qui ont été un peu mis sur la place publique ces derniers temps, notamment par la sortie de bouquins. Donc le débat est quand même là, la polémique existe, la controverse aussi, et c'est bien. Mais si vous voulez vraiment vous renseigner et sortir un peu des messages délivrés par des grands médias qui ne sont pas toujours très bien avertis, vous pouvez le faire en ligne. Et il y a des gens qui travaillent là-dessus très sérieusement. Pour terminer cette émission, je voudrais évidemment vous remercier encore une fois d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Donc merci Vincent et Simon. Vous rappelez que les références qui ont été évoquées dans l'émission vous seront données à la fin de l'émission et les liens aussi. Vous annoncez que l'émission de novembre 2018 portera sur l'isolation. Donc vous pouvez dès à présent, via le site du Clair, commencer à nous poser des questions. N'hésitez pas. Vous pouvez de toute façon aller sur le site de Clair pour accéder à tout un tas d'informations et vous renseigner sur l'activité du réseau et des adhérents du réseau. Vous trouverez toutes ces informations sur le site www.clairenov.org. Et nous remercions nos partenaires, l'ADEME bien évidemment, la Maison écologique et Actu Environnement. Et je le répète parce que on le répète jamais assez, si vous avez des questions sur des projets complexes, sur des sujets complexes, il faut vous rapprocher de votre conseiller FER. Vous le trouverez facilement sur le nouveau site www.fer.fr ou par téléphone au 0808 800 700, le 0808 700 800 700 pardon. Et voilà, et aussi vous rappeler que sur le site de l'ADEME, vous avez en accès libre tout un tas de plaquettes qui expliquent très bien, en tout cas qui sont une bonne introduction pour commencer à avoir des réponses à vos questions, notamment concernant les aides financières. Tout ça c'est très bien fait, c'est très complet. Et sur le site du Clair, vous pourrez aussi vous procurer, télécharger cette plaquette qui est un fascicule qui a été produit il y a quelques temps mais qui est très complète aussi. Voilà, l'émission se termine. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine émission des Clés de la Rénovation. Merci. Allez, à la prochaine, Merci. Sous le soleil. Au revoir.